Salut la poiscaille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Salut la poiscaille. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, la démocratie. Dans notre histoire, les périodes qui ont suivi la Révolution française ont été un petit peu mouvementées. Tout ne s'est pas fait en douceur, la démocratie ne s'est pas imposée d'elle-même comme le régime le plus beau de tous. On a essayé un bout de démocratie, ensuite on l'a jarté à coups de dictature avec les Bonaparte, ensuite on est revenu, ensuite on est un petit peu reparti, etc. etc. C'était une période de notre enfance un petit peu mouvementée. Elle est sympa cette statue. Par exemple, on se souvient assez rarement, mais Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Bonaparte, avait été élu président de la République française, avant d'en avoir marre et de se mettre dictateur et puis ensuite empereur. Et au bout d'une assez longue période, il a été débouté pour pouvoir ensuite réinstaurer une démocratie, mais c'était quand même un peu laborieux quoi. Ça n'est qu'en 1870, donc à partir de la Troisième République, qu'un modèle politique à peu près stable a pu s'imposer en France. Et donc ce fameux et si magnifique modèle s'appelle la démocratie. En tout cas, magnifique sur le papier surtout. Donc aujourd'hui, à l'aube de la présidentielle, voyons 4 choses plutôt méconnues sur la démocratie. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'est vraiment la démocratie? Eh bien c'est ce qu'on va essayer rapidement de voir aujourd'hui. Évidemment, libre à vous de ne pas être d'accord avec ce qui sera dit dans cette vidéo. Cela dit, je ne vais pas non plus m'engager, il n'y aura rien de sensible vis-à-vis des élections qui sont en train de se dérouler, quoi. En attendant, c'est parti. La démocratie prend ses racines dans la Grèce antique, mais ça ne s'est pas fait d'un coup, là non plus. Ils se sont pas dit un matin, putain la démocratie c'est magnifique. Pas du tout quoi, mais pas du tout. Les Grecs sont passés d'abord par la royauté, puis l'oligarchie, un régime donc où le pouvoir appartenait à une petite minorité, les élus ou l'élite on va dire, et même par la tyrannie, donc un régime où un mec a le pouvoir absolu, et il gouverne essentiellement par l'oppression et la peur. Plutôt funky quoi. Puis ce n'est qu'après tout ce bordel que les premières idées de démocratie pointent le bout de leur nez. À voter. Et tout ça, c'est grâce à un homme qui s'appelait Chrystène, et qui était le chef des démocrates de l'époque en gros. Avec ses réformes qui ne pleurent pas à tous, il décide de donner davantage de pouvoir au peuple, en établissant plus d'égalité entre les citoyens, et en créant le principe d'ostracisme. C'est un joli mot, hein. C'est juste un système de vote citoyen qui empêche un tyran de revenir au pouvoir, quoi. Donc une sorte de pare-feu, quoi. Mais bon, rappelons-nous, ou sachons quand même que, en Grèce, à l'époque, c'était pas la démocratie de maintenant, puisque à Athènes, pour voter, il fallait être citoyen. Et pour être citoyen, alors déjà il fallait être de sexe masculin, donc les femmes, il fallait être libre, donc les esclaves, nés de père et de mère athéniennes. Donc les étrangers, c'était déjà pas chiant. Et puis du côté de la France, bien des siècles plus tard, il y en a eu du chemin depuis les monarchies absolues et les décapitations de rois, des républiques et des empires éphémères, jusqu'à notre démocratie du 21e siècle. Donc il faut bien comprendre que dans notre histoire, depuis l'unification du royaume des Francs, qui forma donc la France telle qu'on la connaît, nous avons vécu 1300 ans en monarchie dictatoriale et à peine 150 ans en démocratie. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte peut-être, mais peut-être que c'est plutôt le passage de l'enfance à l'adolescence. Donc une période tumultueuse, et que l'âge de la raison, celui adulte, est encore à venir. À voter. Mais alors comment les Français sont-ils vus depuis l'étranger? Eh bien la BBC, une société de production anglaise, s'est penchée sur la question sur un sondage qu'elle a fait en 2013, pour connaître l'opinion générale sur 22 pays. Et à ce titre, la France a recueilli 49% d'avis positifs. Donc une personne sur deux, pratiquement, est plutôt satisfait du régime politique français. Et elle était classée 5e sur les 22 en tant que meilleure note, sachant que le premier était l'Allemagne, avec 59% d'avis positifs. C'est à peine 10 points de plus quoi. Donc ça va, les Français sont pas trop mal classés on va dire. Dans ce deuxième truc, on va s'attaquer à quelques bizarreries de notre démocratie française. Et la première, ce sont nos médias qui ont quand même une certaine influence sur nos choix. Mais il existe heureusement en France le CSA, qui veille sur la liberté de la communication. Si c'est pas beau ça. Et donc la petite étrangeté là-dedans, c'est que il existe 2 poids 2 mesures. Donc le premier est le principe d'équité pour le temps de parole. Pas d'égalité, mais d'équité. Donc on ne donne pas la même chance à tous les candidats, mais on donne plus ou moins de chance selon le poids supposé de chacun des candidats. Donc genre lui, Bibi, il est important, donc il a le droit de parler un peu plus que l'autre. Ainsi, les petits candidats, donc, ont moins de temps de parole que les gros candidats. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Puisque justement, si ces candidats ont des scores modestes, c'est en partie aussi parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir la même visibilité médiatique que les gros candidats. Bon, après, bien sûr, le principe d'égalité, où tous les candidats ont la même chance, est bel et bien appliqué sur la dernière ligne droite des présidentielles.
Donc tout le monde a un temps de parole identique. Cela dit, entre nous, les jeux sont un peu faits à ce moment-là, quoi. Pour prendre une comparaison, c'est comme si tout le monde n'avait pas les mêmes pouvoirs de vote. Donc par exemple, lui, sous prétexte que c'est un ouvrier, son vote ne compte qu'une fois, et lui, il serait cadre, donc son pouvoir de vote serait de 10. C'est plus de la démocratie, donc, à ce moment-là. Autre bizarrerie de notre démocratie française, le vote blanc. Par définition, le vote blanc permet à l'électeur de participer au débat politique, même s'il rejette toute proposition. Donc, toi, je t'aime pas, mais comme j'ai envie de voter, je vais mettre un truc blanc. Mais saviez-vous qu'avant 2014, donc il y a à peine 3 ans, le vote blanc était considéré comme un vote nul, c'est-à-dire de la flotte, quoi. Tu votes blanc, tu votes pas, mon pote, c'est pareil. Mais malgré cette revalorisation de 2014, il était temps, ce fameux vote blanc n'est toujours pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Donc maintenant, on reconnaît qu'il existe, mais on refuse toujours de lui donner de l'importance. Ce qui en soi est un peu borderline niveau démocratie, quoi. Et pourquoi n'est-il pas comptabilisé? Tout simplement parce que ça n'arrange pas forcément les politiques en place. C'est comme si dans une classe de 25 élèves, il y en avait 5 qui refusaient de participer au cours présent, parce qu'ils l'estimaient mauvais, et donc que le prof, quand il faisait l'appel, il ne comptait que 20 élèves. Paye tes valeurs, quoi. À voter. Notre constitution précise bien quand même que le président doit être élu à plus de la moitié des suffrages exprimés. Il me semble qu'on est d'accord là-dessus. Mais imaginez la pagaille si un jour, il y avait tellement de votes blancs que le candidat avec le plus de voix n'ait même pas ses 50%. Puisque du coup, là, on est coincé. Et figurez-vous que c'est déjà arrivé. Et même 2 fois. La première fois, c'était avec Chirac en 1995, et la deuxième fois, c'était à l'élection présidentielle précédente, en 2012, quand François Hollande était contre Sarkozy. Là aussi, les foules n'étaient pas très enflammées, puisque même si Hollande était passé avec 51,6% des voix, en réalité, si on prenait en compte les votes blancs et nuls, il n'avait fait que 48,6%. Donc voilà, concrètement, si les votes blancs étaient vraiment pris en compte dans les suffrages exprimés, ces 2 candidats n'auraient pas pu légalement prendre leur fonction de président de la République. Je trouve que ça remet un peu les choses en perspective. Mais donc, en fait, en parlant de vote, est-ce que vous savez tous sur notre système électoral actuel? Alors oui, notre système de vote actuel a un nom, et il s'appelle le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Et ce que ça veut dire concrètement, ça on le sait, on ne vote que pour une seule personne, et ça se fait en 2 tours. Alors ce type de vote est tellement ancré dans nos habitudes, et tellement courant, que ça nous semble normal. On pourrait donc penser que c'est la façon logique de faire, et qu'il n'y a même pas besoin de se casser les couilles pour trouver autre chose. Mais nous allons voir qu'il existe une alternative. Et oui, puisque de nombreuses recherches ont été faites sur le sujet. Et il existe des tas d'autres modes de scrutin possibles. On n'est pas à chaque fois obligé de voter comme pour les délégués de classe pour une seule personne. Puisque c'est peut-être la chose la plus simple à mettre en place, qui est parfait si on a envie de se branler dans une mode coco. En revanche, le mode de scrutin qui est considéré comme le meilleur possible s'appelle le jugement majoritaire. Et il a été inventé par 2 chercheurs français, Cocorico, après beaucoup d'expérimentation et de recherches sur le sujet. Et c'est un système de vote assez différent, mais très accessible, puisque le principe est de noter chaque candidat sur une échelle commune de 6 valeurs verbales. Très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant, à rejeter. Comme quand on va noter une appli qu'on vient de télécharger, mais là en plus élaboré, en plus intelligent. Ainsi, chaque lecteur note chaque candidat individuellement. Et il est tout à fait possible de mettre plusieurs candidats avec la même mention. Et ce système, qui a été évalué scientifiquement, est beaucoup plus efficace que notre mode de scrutin actuel, car il permet à chaque électeur, à chacun d'entre nous, de donner son avis sur chaque candidat, et de pouvoir pondérer son avis, et pas simplement de dire lui c'est le meilleur ou le moins pire, quoi. À ce moment-là, les frontières entre les petits et les gros candidats sont effacées, ou tout du moins infiniment plus que dans notre système actuel. On n'a même plus besoin de faire 2 tours, donc de bouger son cul 2 fois, un seul tour suffit pour tous les départager. Il ignore en outre royalement le fait de surnoter un candidat juste pour l'avantager, genre en lui mettant un très bien, ou de sous-noter un candidat qu'on déteste juste pour pouvoir le plomber, en lui mettant genre à rejeter. Puisqu'il ne fonctionne pas du tout sur ce principe, contrairement à si vous allez sur un Apple Store ou un Google Play, quoi. Il n'y a pas de notes. À voter. Et si votre dada c'est les explications un peu plus techniques, et que vous voulez des détails dessus pour savoir comment ça fonctionne exactement, comment est-ce possible, je vous recommande l'excellente vidéo de Science Étonnante sur ce sujet. Je vous en mets le lien directement dans la description. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous dirait de participer à une grande expérience du jugement majoritaire, histoire de voir ce que ça donne concrètement? Eh ben c'est possible puisque Jugement Majoritaire 2017 propose une petite expérience électorale qui se fera en parallèle de la vraie élection qui a donc lieu ce dimanche-là, si vous regardez la vidéo à temps bien sûr. Vous pouvez simuler votre vote à l'élection présidentielle 2017 via ce mode de scrutin majoritaire. Alors à vos urnes ou à vos souris, puisque vous avez jusqu'à dimanche après-midi à peu près pour voter. Et on termine sur un petit truc insolite assez cocasse. Il se trouve que la démocratie n'existe pas que chez les civilisations humaines.
Bon, on a pu déjà remarquer que, par exemple, les fourmis fonctionnaient sur un principe qui ressemblait vaguement à la démocratie, où chaque individu ou chaque fourmi donnait son point de vue, et c'était le consensus général sur lequel ça allait. Bon, elle n'allait pas prendre un petit bulletin de vote pour le mettre dans une urne, bien sûr, mais la vie individuelle de chacune d'entre elles était prise en compte. Et là-dedans, la reine ne sert strictement à rien d'autre que pondre des œufs, c'est juste une poule pondeuse, elle a aucun pouvoir décisionnaire. Mais bon, c'est pas ça dont je veux parler. Non, à la place, ce sont des êtres vivants beaucoup plus proches de nous, puisqu'il s'agit des macaques de Tonkéan, à Strasbourg, en France quoi. Et donc ces macaques sont de grands démocrates. Ils doivent avoir du sang de Rousseau, de Voltaire dans les veines, quoi. Et en gros, cette tribu a la particularité de voter toutes les activités qui vont être entreprises en groupe. Comme aller à la rivière, aller au nid, aller chercher à manger. Et c'est toujours un singe lambda qui va décider de l'activité à faire. Et je précise bien un singe lambda puisque dans les autres espèces, c'est la plupart du temps le mâle dominant qui va dire ce qu'on doit faire. Mais chez les macaques de Tonkéan, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez eux, un singe lambda, qu'on pourrait appeler Jean-Pierre par exemple, si par exemple il se dit tiens il faudra aller pêcher des poissons, donc il va faire quelques pas dans cette direction, et puis systématiquement il va jeter des coups d'œil en arrière pour savoir du coup si ses congénères suivent ses suggestions. Puisque ça, c'est quand il n'y a qu'un seul singe qui propose une direction. Maintenant, s'il y en a un qui veut aller à gauche et l'autre qui a envie d'aller à droite, eh bien le groupe va se scinder en fonction de sa préférence, et c'est le singe qui obtiendra le plus d'individus derrière lui qui remporte la manche, pour ainsi dire. Donc si Jean-Pierre il en a 4 et Suzette elle en a 6, bah, c'est Suzette qui l'emporte. Oui, les prénoms sont particulièrement savoureux. Eh bien tous les individus vont se ranger du côté de Suzette. Et comme l'espèce des macaques de Tonkéan est profondément pacifique, il n'y a jamais personne qui se tape sur la gueule. Et les décisions sont prises à la majorité, pour à peu près tous les domaines de la vie en groupe. Ce que les primatologues du CNRS ont appelé des comportements de vote. Moi je dis ça, il y en a peut-être qui devraient prendre exemple. À voter. Voilà la poiscaille. Avons-nous toujours le pouvoir qu'on est censé prétendre avoir dans une démocratie? C'est une question ouverte bien sûr. Dans tous les cas, les choses ne changeront probablement pas du jour au lendemain, donc en attendant de pouvoir faire mieux, la sagesse populaire nous dit d'éviter le pire. Pour prendre une métaphore, c'est comme si vous étiez sur une montagne où il y avait des risques d'avalanche, et donc, pour être prudent, on va éviter de sauter partout et de faire du boucan, sinon... bonjour les dégâts. Cela dit, un autre type de sagesse, beaucoup plus sombre, nous invite à provoquer le pire, pour provoquer un changement brutal, et ensuite de pouvoir partir sur de bases meilleures. Pour reprendre l'analogie de la montagne, c'est comme si on savait qu'il y avait beaucoup de neige qui était accumulée sur son sommet, et qu'on déclenchait volontairement une avalanche, donc un événement plutôt dramatique, sauf qu'une fois que l'avalanche est passée, le chemin est beaucoup plus sûr. Voilà, c'est clairement une autre philosophie de pensée, je pense que les deux ne sont pas incompatibles, mais plutôt les deux faces d'une même pièce. Et donc pour revenir à ces présidentielles, pour connaître le programme de nos futurs sauveurs, je vous renvoie vers les excellentes chaînes de Hugo Décrypte, Cyrus North et de Osons Causer, qui essayent de ne pas prendre parti pour l'un d'entre eux, mais de donner des arguments à peu près objectifs, bien que c'est quand même un terrain glissant, on est d'accord. Et si je vous en donne plusieurs pour aujourd'hui, c'est pour pouvoir confronter les avis et pour pouvoir forger le vôtre plus facilement si ça vous dit. Et puis bien sûr, si le système de vote dont on a parlé avec le jugement majoritaire vous intéresse, je rappelle donc que l'expérience va se clore dimanche, donc si vous voulez y participer, ça se fait sur internet, c'est très facile et rapide, et ça pourra vraiment aider les scientifiques en question. Donc voilà, moi en attendant, je vous souhaite un bon courage pour le dilemme de ce dimanche, si vous allez voter, et moi je vous dis à très bientôt la poiscaille. Ah, fait chier. Non mais monsieur,